Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour à tous, je suis avec le professeur Gilles Soulez, leader en radiologie vasculaire et interventionnelle, d'origine française. Il exerce actuellement au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM, au Canada. Bienvenue avec nous, professeur Soulez. Bienvenue, merci beaucoup, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Étant né en France et étudié en France en partie au Canada, j'ai un grand attachement pour la Société française de radiologie et beaucoup d'amis. Merci beaucoup encore de votre présence ici aujourd'hui. Si vous nous deviez raconter votre parcours un peu comme une histoire, votre parcours notamment médical, où est-ce que vous commencerez par nous raconter ? Je commencerai par la France, évidemment. Donc j'ai fait mes études de médecine en France, à Necker-Enfants-Malades à l'époque. Puis j'ai décidé d'aller en radiologie. J'avais hésité beaucoup entre la radiologie et la chirurgie, en fait. Je ne savais pas trop. Et puis, en fait, il y a un soir de garde qui m'a convaincu d'aller en radiologie. C'était un cas d'embolie pulmonaire. Et à cette époque-là, on faisait des angiographies pulmonaires. Puis j'avais accompagné le patient des soins intensifs dans la salle d'angiographie. Puis j'avais vu tout le processus de cathétérisme et puis de diagnostic vasculaire. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc c'est là que je suis parti en radiologie. J'étais très chanceux en radiologie dans les internats des hôpitaux de Paris parce que j'ai eu vraiment des professeurs exceptionnels dans différents domaines. J'ai essayé de faire une résidence, un internat assez complet quand même, m'exposant dans toutes les facettes. Donc pas seulement le vasculaire, mais la radiologie abdominale, la radiologie thoracique, la radiologie pédiatrique, MSK, neuro. Donc j'ai eu un cursus quand même assez complet. Parce que je ne savais pas trop si c'était difficile à cette époque-là pour moi de devenir professeur, parce que dans l'hôpital où je devais être chef de clinique, il n'y avait pas vraiment de poste. De fil en aiguille, j'étais un peu hésitant entre faire une carrière dans le privé, en fait, même, ou continuer. Donc j'avais un poste de chef de clinique, et puis j'ai fait mon clinica, et donc il n'y avait pas énormément d'ouverture académique, mais je savais que j'aimais quand même l'académisme. Et puis, de fil en aiguille, en fait... j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes bons amis résidents qui travaillait à Necker-Enfants-Malades en radiopédiatrie. Puis il me dit, on a une résidente, une fellow en fait, qui vient du Québec, de Montréal, et puis elle s'ennuie. Est-ce que tu ne voudrais pas la sortir un petit peu, en tout cas la voir, la rencontrer ? Je lui dis, why not, pourquoi pas. Mais là, il me la passe au téléphone, comme ça. Moi, j'avais aucune expérience de l'accent québécois. J'avais juste vu le déclin de l'Empire américain avec des sous-titres. Et puis là, j'entends parler comme ça au téléphone. Je me dis, c'est impossible que je sorte avec une fille qui parle comme ça. Je ne comprendrais rien. Et puis, c'est ça. De fil en aiguille, en fait, 9 mois plus tard, j'étais à Montréal. En fait, on s'est mariés. J'étais à Montréal. Et 1 an plus tard, donc, j'étais aussi papa. Ouais. Enfin, ma femme était enceinte. Donc c'était un gros tournant en fait quand même dans ma vie. C'était un challenge au début honnêtement parce que j'avais fait heureusement un internat complet, mais j'ai repassé quand même mes examens, donc j'ai réécrit mes examens de radiologie. Par contre l'accueil là-bas était incroyable, honnêtement. La société québécoise, mais canadienne en général, valorise beaucoup les jeunes. Donc quand je suis arrivé là-bas, il y avait d'emblée ce que je connaissais de la France, ça les intéressait. Donc j'avais la possibilité d'introduire des nouvelles choses très rapidement, avec peu d'obstacles hiérarchiques, on pourrait dire. Et puis par la suite, là, j'avais la possibilité de pratiquer dans un milieu académique. Donc j'ai complété ma formation en recherche. J'ai fait une maîtrise de recherche épidémiologie clinique. Et puis là, en fait, on m'a nommé rapidement en charge de la recherche pour le département de radiologie. Puis c'est comme ça qu'un peu tout a déboulé. Donc j'ai une activité au début qui était clinique, mais toujours avec une participation académique importante. Et puis il y a une possibilité intéressante au Québec qu'on appelle chercheur boursier. Donc c'est une sorte de concours qu'on passe qui vous permet, vous présenter un programme de recherche. Donc c'est des mandats de 4 ans, donc vous pouvez faire 4 mandats, 16 ans comme ça. Et vous présentez le programme de recherche et puis en fait il vous donne une bourse qui protège votre temps pour 50% de votre temps. Donc à l'hôpital, finalement, vous faites votre programme, mais vous êtes rémunéré. En fait, ils payent votre hôpital pour que vous fassiez 50% de votre temps en recherche. Ça a été merveilleux. Ça a permis pour moi de partir le programme de recherche.
Sur le plan clinique, c'était aussi super intéressant parce que c'est des volumes vraiment importants parce qu'on était une fusion. Au début, c'était des hôpitaux séparés, mais on a fusionné 3 hôpitaux. Donc les 3 hôpitaux, c'était l'équivalent de 1000 lits quand même. Il y avait à peu près 2 à 3 salles d'angiographie dans chaque hôpital. Et avec un projet d'un nouvel hôpital qu'on appelle le CHUM, qui a été très long à faire en fait. Je suis arrivé en 91, puis le CHUM a été fini en 2017. Mais le département du CHUM, c'est un privilège, honnêtement. À titre d'exemple, on a 6 salles d'IRM, 6 salles de scan, 22 salles d'écho, 7 salles d'angiographie. Donc c'est vraiment un très gros département. Et ce qui est intéressant, c'est que le centre de recherche, en fait, avec les activités qu'on avait commencé à développer, la direction du centre de recherche a accepté qu'on fasse un axe dédié à l'imagerie. Donc on a un étage qui est dédié à l'imagerie ingénierie, avec beaucoup de collaborations avec des ingénieurs biomédicaux, des physiciens, et nous, donc, la recherche clinique. Donc on essaye, dans le département de radiologie, sur chaque secteur, d'avoir l'équivalent d'un chercheur boursier. Donc, que ce soit en neuro, en musculo-squelettique, abdomen, intervention. Donc ces gens-là, on a en fait un laboratoire qu'on appelle le laboratoire clinique du traitement de l'image, où nous, on est en charge de connecter avec les ingénieurs biomédicaux. Donc il y a plusieurs laboratoires fondamentaux. En fait, il y a 7 laboratoires fondamentaux. Et nous, notre mission, c'est d'amener ces technologies en milieu clinique. Mais ça va du préclinique, on fait de la recherche animale, la recherche sur fantômes. Mais à partir du concept que développent les ingénieurs, c'est de l'amener progressivement sur le terrain clinique. Du coup, par exemple, vous avez évoqué effectivement une structure extrêmement particulière. Le CHUM a récemment une plateforme de recherche qui est vraiment intégrée sur le site. C'est vrai qu'il y a un ordre d'échelle qui est complètement différent auquel on est habitué en France en comparaison avec les chiffres que vous avez donnés. Vous avez dit aussi que c'était un milieu extrêmement multidisciplinaire, ce laboratoire de recherche, avec plusieurs laboratoires de recherche fondamentales différents, avec bien sûr donc beaucoup de liens précliniques là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est de travailler en tant que chercheur boursier au CHUM? Quels sont les projets que vous réalisez en ce moment? Donc il y a deux tracks qui sont différentes. Il y a le cursus chercheur boursier fondamental, donc ceux qui vont diriger les labos fondamentaux, et les chercheurs boursiers cliniciens. Donc le chercheur boursier clinicien, lui, par définition, il faut qu'il passe 50% à faire des patients, 50% à faire sa recherche. Globalement, le processus de recherche, la première chose, c'est qu'il faut d'abord chercher de l'argent. Et puis ça, c'est très exigeant. Donc c'est un peu comme on a l'équivalent du NIH, on appelle ça les Instituts canadiens de recherche en santé. Donc c'est des concours quand même avec des taux de réussite de l'ordre de 12% à peu près. Mais c'est un peu comme pour vous, les concours PHRC, je pense. Donc c'est sûr que c'est un processus qui est compétitif. Alors il faut vraiment, c'est une chaîne, parce que les gens ne prêtent qu'aux riches, en fait, malheureusement. Donc il faut déjà avoir démontré d'avoir au début des petits fonds, souvent des fonds de société. C'est comme des sociétés savantes. C'est souvent les jeunes, on commence par appliquer sur les grants du RSNA, des grants des sociétés canadiennes, donc des petites sommes qui permettent de partir des projets. Puis après, on va frapper plus haut, effectivement, au niveau des IRSC ou de certains organismes provinciaux aussi. Il y a aussi des programmes intéressants qui combinent l'université et l'industrie. Donc là, il y a des fonds qui sont matchés entre l'université et l'industrie, mais ça se fait aussi en France beaucoup. Donc l'écosystème, au début, c'est de trouver le financement, d'être capable de publier, évidemment, et puis d'avoir des étudiants. Donc les étudiants, c'est super important. Donc il faut d'abord bien sélectionner les étudiants, parce qu'il faut avoir des étudiants. Aussi, il faut... en fait, je pense que la plupart des découvertes viennent du fait d'écouter ces étudiants. Parce qu'en fait, on est très formaté, parce qu'on a été formé d'une telle manière, et puis on pense que les choses devraient se faire comme ça. On a des idées d'innover et tout ça. Mais parfois, dans les réunions de recherche, tu as un étudiant qui va dire « Pourquoi on ne ferait pas comme ça ?»
faut toujours écouter parce qu'en fait, souvent, c'est ça qui va t'amener la solution ou le prochain vraiment changement radical. Donc cet échange avec les étudiants est vraiment intéressant parce que c'est bilatéral. Donc c'est quelque chose qui est très motivant. C'est vraiment intéressant, effectivement, ce lien avec l'étudiant, c'est un peu le fameux, comme on dit en anglais, think outside the box. L'étudiant va penser en dehors du cadre parce qu'il n'a pas encore été formaté par le cadre, on ne lui a pas encore imposé, on va dire, tout ce cadre-là. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à des étudiants, par exemple, pour venir travailler, que ce soit au Canada ou alors au CHUM dans ces conditions de recherche? D'abord, en France, quand même, je suis assez impressionné par comment dire, les espaces de recherche qui se forment actuellement. C'est qu'on regarde l'INRIA, CNRS, il y a quand même des espaces qui sont vraiment très intéressants. L'univers de Montréal, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une grosse ville, hein, on est 3,5 millions d'habitants, il y a 4 universités. Vous avez donc McGill, l'Université de Montréal, ce qu'on appelle l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal et Concordia. Donc c'est quand même un tissu important. Puis en plus de ça, il y a 2 écoles d'ingénieurs. Il y a Polytechnique de Montréal et l'École de technologie supérieure. Et puis ça, ces 2 écoles d'ingénieurs, pour nous, c'est merveilleux, l'axe imagerie-ingénierie. Parce qu'en fait, dans notre axe de recherche, on n'a pas que des gens à l'Université de Montréal. Donc on a beaucoup de gens à l'Université de Montréal, que ce soit des cliniciens-chercheurs, mais aussi dans le département de radiologie universitaire, il y a des PhD aussi, des gens surtout en génie biomédical. Mais on travaille aussi à l'Université de Montréal avec la faculté des arts et sciences. Donc notamment, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a quelqu'un qui s'appelle Joshua Bongio, qui est un leader en IA. Donc il y a vraiment un gros groupe d'intelligence artificielle avec qui on peut travailler. Mais les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment extraordinaire parce que finalement, les postes de professeurs sont assumés par les écoles d'ingénieurs. Donc nous, on les accueille, on leur donne un laboratoire dans notre centre de recherche. Mais en fait, on n'a pas à payer leur salaire. Leur salaire est payé. Donc, on a moins à se battre avec l'université, la faculté pour recruter les gens puis obtenir leur salaire. Donc, ça nous fait une source. Et puis, en général, ces ingénieurs-là sont très motivés d'aller en milieu clinique pour transférer les technologies. Donc, maintenant, pour revenir à l'étudiant, l'étudiant qui veut venir, ça dépend. Si c'est un étudiant qui est en milieu clinique, donc on va parler d'un interne, résident. Bon, à l'internat, c'est vraiment difficile parce que l'internat, il faut être admis dans le programme d'internat pour faire un stage. On n'a pas vraiment la possibilité d'échange au cours d'internat est plus difficile. Donc actuellement, on prend beaucoup plus des fellows. Donc les gens doivent avoir complété leur internat et leur résidence, avoir leur diplôme de radiologue. À partir de là, nous, c'est plus facile de les faire venir au Québec pour des stages. Pas forcément avec clinique, là je parle, mais on peut combiner recherche. Et la beauté, c'est qu'il y a un accord France-Québec avec une reconnaissance mutuelle des diplômes, maintenant, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Là. Donc actuellement, un résident français qui a fini, qui a sa thèse et puis son diplôme, peut appliquer, et puis nous, on peut le recruter avec un statut qui est équivalent de fellow, on appelle ça un moniteur clinique. Mais il y a quand même beaucoup de paperasse. Disons que c'est peut-être un processus d'1 an à peu près là, pour tout faire, l'immigration, l'application. Et nous, dans les différents groupes, on rémunère ces positions. Donc, ils peuvent faire des stages cliniques. Souvent, on met une portion recherche. Des gens, donc, comme dans le programme de fellow en angio, ils ont au moins une journée protégée de recherche. Mais on recrute aussi des gens qui vont faire une année pure de recherche. Puis là, ils peuvent avoir accès, soit il faut qu'ils s'inscrivent, c'est mieux dans ce cas-là, dans un programme de maîtrise ou de PhD. Maîtrise, c'est 2 ans, PhD, c'est 4 ans. Mais on peut prendre aussi ce qu'on appelle des étudiants post-doc. Donc, ça veut dire que, en fait, on estime que leur doctorat en médecine, c'est leur doc, puis on les met post-doc, donc pendant 1 an, 2 ans. Puis là, ils peuvent faire 1 an ou 2 ans de recherche, on les rémunère à partir de nos bourses de recherche. Donc, il y a quand même pas mal de flexibilité. Donc, la possibilité de faire quelque chose de purement clinique, de la clinique avec un peu de recherche, mais aussi des parcours de recherche complets avec différents types de diplomation, donc maîtrise, PhD et postdoc. Au niveau de l'université, vous avez donc un cadre effectivement de recherche très transversal, avec beaucoup de disciplines différentes, avec la présence d'ingénieurs, de postdoctorants, une plateforme de recherche vraiment
très complète, un écosystème très développé. Vous avez parlé tout à l'heure un peu d'intelligence artificielle avec des collaborations également. Vos domaines de recherche sont principalement en radiologie internationale. Est-ce que vous avez des exemples un peu à nous donner de collaboration? Je travaille beaucoup plus dans le développement des technologies, donc dans le biomède, et pas l'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est sûr que je suis obligé de l'effleurer. Et puis dans mon équipe, je mets des gens spécifiquement à l'intelligence artificielle, mais moins appliqués sur l'intervention. Disons que sur l'intervention, on a plusieurs axes. Le premier axe est vraiment dans l'amélioration du guidage. Donc on a travaillé pas mal avec des compagnies comme Siemens Medical, mais aussi toujours avec des grants Université Industrie pour permettre vraiment des stratégies de fusion d'images multimodales qui améliorent le guidage. Donc on a développé un logiciel à l'époque, on faisait des réparations endovasculaires d'anévrisme. Donc un logiciel qui permettait de fusionner le CT avec l'angio. Là, maintenant, c'est utilisé partout. On travaille encore avec eux pour faire des choses un peu déformables. Donc ça, c'est dans le guidage, on a pas mal de choses qui sont actuellement en cours. On travaille aussi dans d'autres formes de guidage. Actuellement, on a un projet encore qui va être subventionné là, pour les 5 prochaines années en nanorobotique. Donc ça, c'est avec l'école polytechnique. Donc on a développé le concept d'utiliser des particules magnétiques qui deviennent hyper magnétiques dans le champ d'une IRM. Donc ces particules magnétiques, c'est comme des billes d'embolisation qu'on a. C'est pas très gros, là, ça fait 200 microns à peu près. Et donc en utilisant les gradients de l'IRM, elles deviennent, on peut les diriger. Donc d'abord, dans le champ de l'IRM, elles deviennent hyper paramagnétiques, puis on les dirige. Et donc on l'utilise actuellement pour les thérapies ciblées du foie. Donc le principe serait d'avoir un porte implantable dans l'artère, et puis en IRM, d'amener les billes en utilisant les gradients, aussi la gravité d'ailleurs, vers la tumeur. Donc ça, c'est un concept qui avance bien. Là, on a un papier qui a été publié en Science l'année dernière. Donc on a démontré la faisabilité chez les animaux, là, chez les cochons. Puis il y a tout un programme qui continue là, de développement, d'optimisation des billes, relarguer la chimiothérapie avec les billes en tout cas. Donc ça, c'est un programme qui est assez multidisciplinaire. Parce que ça nous prend des physiciens IRM, des gens en biomatériaux pour les billes, collaboration avec Siemens encore, pour les séquences d'IRM et tout ça. Dans les autres projets, on a des projets en biomatériaux. Donc là, on travaille sur des gels embolisants avec Cook Medical. Donc c'est des gels qui sont à la fois embolisants et sclérosants, dont on pense qu'on aura moins de recanalisation, mais c'est aussi des gels qui sont naturels, dans le sens que quand on regarde les agents embolisants actuellement, honnêtement, je ne sais pas si vous connaissez ça un peu, l'onyx, la colle, c'est pas très éco-friendly, on va se le dire. Là, Puis la toxicité, on la connaît pas vraiment à long terme. Donc il y a quand même un petit... Les gens nous posent beaucoup de questions maintenant, quand on met des implants, même les coils. Oui, mais ça va rester tout le temps dans... Fait que ce gel-là est fait qui s'appelle le chitosane. C'est fait à partir de carapaces de crevettes, en fait. Et puis, donc, c'est un gel thermosensible. Puis, on le combine avec un agent sclérosant, ce qui fait que ça permet de détruire la cellule endothéliale du vaisseau et de prévenir la recanalisation. Puis, au bout de 3-4 mois, le gel est parti. Donc, ça, on travaille avec ça. On espère commencer la phase clinique bientôt. Là, on finit le préclinique, là. Et puis, c'est ça, dans le reste, il y a aussi un peu de travail vasculaire. On s'intéresse beaucoup à la rupture, à la prédiction de la rupture, à la vulnérabilité des anévrismes aortiques. Parce que maintenant qu'on ne fait plus d'IVAR, on est resté plus sur le côté diagnostic. Et puis, ça, c'est une technologie qui s'appelle l'élastographie. Donc, en fait, on mesure par élastographie la déformation de l'anévrisme en ultrasons en fait, et par rapport à l'étirement de la paroi, on fait des modèles qu'on appelle computational flow dynamic, dynamique des fluides, où en combinant les deux, on est capable de connaître la tension pariétale, et puis on calcule les indices de vulnérabilité. Puis c'est intéressant actuellement, parce que les indices de vulnérabilité, en tout cas avec la technique faite en scanner, donc c'est l'élasto par scanner, on fait 10 phases dans un cycle cardiaque.
on a déjà démontré que ça prédit une croissance accélérée. Mais là, on veut le faire en écho, donc ça c'est le prochain, parce que le scanner est comme assez irradiant. Tu fais 10 phases dans un scan, 10 phases par cycle, donc c'est une dose quand même 2 fois supérieure à la normale. Donc là, notre cheval de bataille, c'est d'essayer de faire ça en ultrason. Donc on travaille avec un laboratoire d'ultrasonographie quantitative là-dessus. C'est pas mal de thématiques sur moi je travaille personnellement. Au niveau de l'hôpital, j'ai un collaborateur de recherche qui était un de mes premiers étudiants, puis qui maintenant qui va reprendre la direction de la plateforme de l'Axe Imagerie Ingénierie. Parce que là, j'ai pris la chefferie, la pôle médicament hospitalière, en quelque sorte. Et puis, cette personne, Anne Tang, qui est quelqu'un de super brillant, là, fait beaucoup plus d'intelligence artificielle, donc sur le plan diagnostic. Et donc, là, il y a un gros programme d'intelligence artificielle qui a lieu. L'hôpital aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un data lake, on appelle ça Citadel. Donc toutes les données, en fait, évidemment d'imagerie, mais les données de pathologie, les données biologiques, les banques génétiques, tout ça est regroupé avec une interface qui permet de les exploiter de manière éthique, parce que tout est comme anonymisable facilement et tout ça. Donc ça permet de faire des études d'IA quand même assez bien. Donc ça, on développe beaucoup ce secteur-là. Et moi, depuis que j'ai pris la chefferie de la pôle, on s'intéresse beaucoup à regarder, parce qu'il y a énormément de solutions d'IA, puis elles sont toutes plus ou moins performantes. Et c'est difficile de les implémenter en milieu clinique, surtout à l'hôpital. De convaincre un hôpital d'aller investir 1, 2, 3 $ par examen d'IA, le modèle économique, il n'est pas évident, on va se le dire, parce que les hôpitaux sont habitués à acheter un équipement, mais pas tellement un frais d'utilisation comme ça. Fait que là, on essaie de convaincre l'hôpital d'être capable de monitorer un peu en temps réel l'impact de la solution. Donc de pouvoir linker, si tu veux, le parcours patient. Donc on va regarder évidemment la sensibilité, la spécificité, les faux positifs, tout ça. Mais on veut voir d'autres métriques, comme le temps de résidence en urgence. Combien de temps tu restes à l'urgence? C'est quoi ton temps de lecture, le temps de rapport? Donc ce genre de choses qui sont plutôt économiques et puis workflow. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc on va voir avec un temps on fait une autre demande de fonds là, qui devrait partir bientôt. Il faut convaincre l'administration, c'est pas toujours les plus mais ça va, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Tout à fait. Et la difficulté dans ces projets d'intelligence artificielle que vous avez dit pour avoir une vraie efficacité de cette imagerie diagnostique, ce que vous avez fait référence, les paramètres, effectivement, on se concentre souvent sur l'impact diagnostique de la solution d'IA, la sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, négatives. Ça, c'est des choses qui ont été souvent surévaluées. Mais effectivement, les paramètres qui sont un peu plus intéressants, c'est d'aller dans les niveaux supérieurs. Ça fait référence à ce que vous décrivez, c'est la hiérarchie de Thornbury qui a été révélée. Et en fait, qu'un niveau supérieur, c'est est-ce qu'il y a vraiment un impact thérapeutique sur le patient? Est-ce que le fait d'avoir eu ce diagnostic avec l'intelligence artificielle, ça a changé le traitement du patient? Et après, est-ce que ça a changé son pronostic? C'est ce que vous disiez avec la diminution de la durée d'hospitalisation, par exemple, diminution d'effets secondaires, etc. Et à la fin, bien sûr, le graal ultime, c'est avoir le bénéfice socio-économique, c'est-à-dire un rapport coût-bénéfice intéressant pour la société. Effectivement, c'est très complexe à mettre en place ce genre d'études. Vous êtes aussi impliqué, on a dit un mot sur la notion d'éco-responsabilité dans la radiologie, notamment interventionnelle, avec des recommandations éco-responsables en radiologie. Comment réussissez-vous un peu à concilier ces hautes technologies avec cette durabilité environnementale? D'abord, honnêtement, je trouve qu'on est en retard sur la France, là. Quand je regarde, honnêtement, la SFICV et puis la FRI ont été très, très avant-gardistes là-dedans. Puis je trouve personnellement que dans nos salles d'angio, le recyclage est certainement moins avancé que ce que je vois dans les présentations de ce qui se fait en France. Je ne sais pas quelle est la réalité, là. Donc il y a un énorme travail à faire, là, définitivement. Le problème, c'est qu'il y a aussi des problèmes économiques que les gens préfèrent jeter plutôt que restériliser. Donc il faut encore reconvaincre les administrations. C'est un problème très, très complexe. Et aussi même la chaîne diagnostique, on ne donne pas l'équivalent en crédit carbone de pourquoi une IRM versus un CT et puis une écho. Imagine que quand on fait une prescription, on sache à peu près c'est quoi l'impact. Puis deux stratégies aussi de regroupement de rendez-vous. C'est qu'on fait venir les patients 3 fois, ils vont faire leurs échos, ils vont faire le scan, ils vont voir le médecin.
Ils se déplacent 3 fois en voiture, même en transport en commun, c'est pas forcément idéal. Donc il y a beaucoup d'intégration qui doit se faire. Mais encore, je suis quand même admiratif de ce qui se fait en France. On a une championne sur l'imagerie diagnostique et puis l'éco-responsabilité qui s'appelle Kate Henneman, qui est à Toronto. Et vraiment, il y a un travail avec la Société canadienne de radiologie qui se fait, avec un groupe de travail qui vraiment essaye de mettre ces métriques-là. Parce qu'effectivement, une IRM, ça reste quand même plus polluant qu'un CT. On va voir que l'hélium, c'est mieux maintenant. Mais il va falloir commencer à intégrer ça dans notre raisonnement. Vous êtes titulaire de nombreux brevets aussi, notamment en radiologie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur comment ça se passe pour développer ces technologies, les breveter, quels sont les parcours que vous réalisez, un peu le cheminement de ces projets? Les brevets, c'est important pour convaincre en fait des partenaires industriels d'investir. Premièrement, on ne ferait jamais d'argent avec les brevets. N'oubliez ça. La manière dont on est engagé avec l'université, de toute façon, c'est l'université qui va accepter le fait qu'on fasse le brevet et qui va payer pour le brevet. Et puis, globalement, la manière dont les revenus sont faits, de base, 50% des revenus vont à l'université, 25% vont à l'équipe, donc le labo de recherche, et puis éventuellement 25% à l'ensemble des chercheurs qui sont sur le brevet. Mais en toute fin pratique, d'abord, il faut qu'ils remboursent tous les frais qui ont été engagés. Et puis, dans les biotechnologies, la durée de vie de ces brevets-là est courte, parce que c'est des technologies qui évoluent tellement vite que la durée de vie est assez courte. Par contre, quand vous avez une innovation, c'est important d'avoir un brevet, parce que si vous voulez avoir un financement université-industrie, l'industrie veut avoir ce brevet-là pour protéger ce qu'ils vont développer. Alors, c'est un domaine complexe que j'ai appris, et puis c'est parfois très frustrant, la valorisation. Globalement, au début, si vous avez une idée, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration d'invention, qui va comme protéger, une première étape de protection. Après, il faut faire un brevet provisoire, puis après un brevet finalement définitif, avec des claims qui couvrent le plus large possible. Ça permet effectivement d'intéresser des partenaires industriels. Après, le point, c'est quand vous commencez à faire du co-développement. Initialement, j'étais très frustré avec l'université et puis la société de valorisation du centre de recherche parce qu'ils voulaient absolument faire de l'argent à partir des royalties suite au brevet. Mais en fait, à toute fin pratique, c'est impossible. Tu travailles avec des Siemens puis des Cook Medical de ce monde qui ont des ribambelles d'avocats, là. C'est pas le seul avocat ou les 2 avocats que tu as dans ton département universitaire qui vont pouvoir lutter contre ça. Donc, je pense que la stratégie, c'est ce qu'on appelle le background IP. Donc, c'est de protéger ton background IP. Donc, ça, c'est ton art antérieur, tu le protèges. Et puis ça, c'est une carte de négociation que tu mets avec la compagnie éventuellement pour qu'elle investisse dans ta technologie. Et puis là, en tout cas, je pense que ça progresse. J'essaie de convaincre quand même l'administration, ce qu'on appelle le forward IP, donc l'IP conjointe qu'on va faire les deux. Tu la laisses à la compagnie. Et puis même pour le centre de recherche, c'est rentable parce que quand une compagnie investit dans un projet, l'université, quand on a un grant, il n'y a pas de taxe, mais quand la portion de l'université de la compagnie, ils vont mettre 30% de taxes. Donc ils ont tout intérêt à faciliter d'avoir des contrats plutôt que d'aller chercher des dollars hypothétiques de royalties. Parce que c'est un bon tien vaut mieux que de tu l'auras, quoi. En gros, c'est à peu près ma philosophie là-dessus. Mais ce qui est ça c'est financier, mais ce qui est très intéressant dans le co-développement, c'est la manière, parce qu'on a une collaboration à long terme avec Siemens, là maintenant avec Cook, donc c'est la manière dont tu interagis avec des compagnies industrielles qui sont quand même, dont le profit reste quand même... Alors, le point, c'est qu'au début, il faut avoir une opportunité avec des roadmaps qui sont relativement parallèles, en tout cas qui s'agencent bien. Donc, disons que ton labo, tu travailles, par exemple, pour le gel biomédical, le gel embolisant, la chercheuse avec qui je travaille, Sophie Lerouge, qui a le laboratoire des biomatériaux au centre de recherche du CHUM, avait développé déjà, travaillé sur ces gels de chitosane et tout ça.
Et puis là, bon, finalement, en discutant ensemble, on s'est dit, bon, c'est possible de les injecter dans des microcathéters, et puis on pourrait mettre un agent sclérosant pour pas que ça se réouvre. Donc, on a démontré la faisabilité, on a fait la preuve de la déclaration d'invention, le brevet, et puis là, Cook était venu nous voir. Mais après, il y a tout un processus de co-développement que tu apprends, et des choses que je n'avais jamais vraiment anticipées. Parce qu'au début, on fait ça, c'est dans des labos, mais c'est comme, tu as ce qu'on appelle le GMP, Good Manufacturing Practice, et puis les tests sont faits en GLP, Good Laboratory Practice. Donc après, il y a tout un domaine de régulation que tu découvres. Comme par exemple, au début, on avait mis dans le gel un agent, je ne peux pas dire là, mais on avait mis un agent qui était pas, qui aurait posé des problèmes à la FDA. Donc, mais ça, c'est dommage, parce que on a perdu quasiment 1 an avec ça. Parce que finalement, il a fallu refaire tous les tests avec un autre agent dont on savait que sur le plan... Enfin, donc ce co-développement est intéressant parce qu'ils sont beaucoup plus avancés sur le plan régulatoire. Il y a le côté aussi, nous, on peut les conseiller sur l'indication clinique, l'utilité clinique, en tant que vraiment utilisateur. Mais après, ce côté utilisateur qu'on leur donne sur le terrain, il faut aussi parler avec les équipes de marketing chez eux. Parce que eux, le marketing, c'est de savoir si ça va... Donc, il faut présenter les arguments, mais en tant que consommateur, et dire l'impact sur le patient. C'est pourquoi ça va changer, et puis pourquoi les gens vont l'utiliser ou pas. Donc, finalement, il y a une collaboration avec une sorte de... Comment on appelle ça? De fertilisation croisée dans les différents domaines. Le fondamental, je pense beaucoup sur le plan régulatoire, fabrication, processus. Pareil pour les logiciels d'IA, c'est quoi le cadre réglementaire, là, c'est vraiment important. Et puis après, je pense bien discuter des utilisations cliniques, du changement potentiel de pratique avec les équipes de marketing. Donc c'est intéressant comme... Par contre, c'est pas toujours facile de convaincre les gens. Alors, il faut convaincre, et puis tu dois te battre avec des gens qui regardent souvent le profit à court terme. Parfois, la technologie, tu penses, serait bien pour le patient, mais c'est pas forcément rentable. Donc, il y a aussi des frustrations là-dedans, parce que c'est l'argent en arrière de ça, là, souvent. C'est sûr, c'est un univers particulier où il faut connaître un peu les règles, et notamment la réglementation auquel des fois on n'est pas sensibilisé, notamment dans le développement de ces dispositifs médicaux le plus souvent, ou de ces logiciels. Je voudrais aussi également dire un mot sur les relations internationales que vous entretenez, notamment bien sûr avec la France, toujours en priorité, mais également d'autres pays. C'est ça. J'ai eu la chance d'être sur le board de l'Association canadienne de radiologie, puis j'étais président donc, de l'Association canadienne de radiologie. C'est un cursus de 8 ans. On commence au début, on appelle ça secrétaire trésorier, après vice-président. Vice-président, c'est intéressant parce qu'on siège par défaut sur la table de le board de l'American College of Radiology. Moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup mieux le système américain. Ça, c'est vraiment une expérience très intéressante. Après, on est 2 ans président, puis 2 ans passe-président. C'est quand même un engagement de 8 ans. Donc, la beauté, c'est que, comme la SFR, on travaille beaucoup quand même sur le développement de guidelines, des guidelines de pratique, mais aussi de référence pour les médecins référents. Évidemment, les programmes d'éducation, le congrès, comme vous, le journal aussi, mais aussi pas mal ce qu'on appelle du lobbying. Donc, par exemple, on va tous les ans, là on va y aller fin octobre, on va à Ottawa. Et puis, on leur fait comme une sorte de budget de rêve là, pour nous. Mais qu'est-ce qu'il faudra investir en radiologie parce qu'on a d'énormes problèmes au Canada d'accès. Des listes d'attente épouvantables. Je sais que ça s'en vient en France. Là. Donc, on leur dit il faudrait investir dans tant d'appareils. Par exemple, nous, on a un gros problème de manipulateurs, on manque de manipulateurs, donc on leur demande d'ouvrir les écoles de manipulateurs. Donc, et puis l'intelligence artificielle, comment l'utiliser justement pour optimiser. Donc on leur présente ça, c'est des discussions qu'on essaie de vraiment d'avoir avec on appelle les membres du Parlement, c'est les députés. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, quel que soit le parti politique, ils sont assez ouverts.
Parce qu'ils ont tous des électeurs qui sont des malades potentiels, puis des gens qui se plaignent quand même du système parce qu'ils n'ont pas assez d'accès. Donc on a une bonne écoute. C'est sûr que des gens un peu plus conservateurs sont un peu plus réticents à dépenser, mais ça, c'est un exercice intéressant. Alors donc, la Société canadienne française, pour être honnête, le Canadian Association of Radiology, c'est surtout anglophone. On traduit quand même le journal, et puis, mais le congrès est essentiellement en anglais. Il y a une société québécoise de radiologie qui, elle, est complètement francophone. Et puis, on a une très bonne connexion entre l'Association canadienne et la Société québécoise de radiologie. Mais l'espace francophone est un élément extrêmement important, notamment avec la Société française de radiologie. Donc, tous les ans, je vais rencontrer le board de la Société française de radiologie, puis on parle effectivement, comme là, on a une séance, on parle de quels sont les guidelines qu'on a fait, de références, de pratiques, puis comment on se les échange. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a un point qui me tient à cœur, j'en ai parlé d'ailleurs ce matin. Si vous prenez les sociétés, pas RSNA, American College, RSNA, mais le Canadian Association aussi, on a toutes des divisions de fellow résidents. Donc c'est un groupe de fellow résidents que tu recrutes de l'ensemble de représentants de plusieurs, évidemment, villes. Et puis ce groupe-là donc développe des meilleures pratiques et puis des recommandations pour les résidents. Et le président du groupe siège dans notre board. Ça fait que donc les étudiants ont toujours une voix dans le board de décision. Puis ça, c'est très, très, très positif. Et il y a beaucoup d'initiatives de ce, on appelle Resident Fellow Section, qui sont vraiment intéressantes. Comme là, je viens d'apprendre qu'ils ont... les examens sont quand même très exigeants. Et puis là, ils ont fait comme une sorte, quasiment un livre, là, avec toutes les matières, les sujets de préparation à l'examen, qui peut être partagé. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, j'aimerais ça que... Déjà, la collaboration est super bonne. Je veux dire, on échange durant les congrès. Sur le plan des publications, il y a une grosse aussi synergie entre le Diagnostic International Imaging, le journal, et puis notre journal canadien. Les deux journaux vont bien d'ailleurs. Mais je voudrais qu'on accentue au niveau des étudiants et des résidents. Parce que je pense qu'on peut gagner beaucoup là-dedans, dans cet échange-là. Puis il y a un potentiel. Mais moi, je suis très satisfait de la collaboration. Là, honnêtement, on a vraiment une bonne collaboration dans l'espace francophone. L'espace anglophone, au sein du Canada, ça va bien. Honnêtement, les différentes provinces, on s'harmonise bien. Pour être honnête, la gouvernance aux États-Unis actuelle pose un petit problème. Ça pose un problème parce que c'est triste, parce que je regarde tous nos collègues de l'American College, de RSNA, c'est des gens qui sont, pour l'honnêteté scientifique, qui sont des académiciens quand même dans l'âme. Ces gens-là sont actuellement malmenés. Donc c'est difficile. Et puis ce qui est triste, c'est on prend le prochain RSNA, la présence canadienne va être 10 fois moins importante. Donc on risque de perdre un peu d'échange du côté américain avec des collègues de très haute valeur. Par contre, vous en bénéficiez. Déjà cette année, on voit que le contingent étranger à la Société française de radiologie au Congrès est plus important. Puis je sais que le European Congress aussi monte beaucoup. C'est comme ça. Effectivement, vous avez insisté aussi sur le rôle des jeunes en radiologie qui sont impliqués profondément du coup, dans la Société canadienne de radiologie pour différents projets, que ce soit de l'enseignement mais aussi de la recherche. Je pense que c'est un message assez inspirant pour nos jeunes aussi, avec différents groupes de jeunes qui émergent en fonction des sociétés savantes également qui s'organisent là-dessus. Est-ce que vous avez une rencontre déterminante à nous partager qui a une influence sur vous dans votre parcours? Oui, il y en a eu plusieurs. D'abord, les mentors que j'ai eus en France. J'ai eu vraiment des mentors extraordinaires. Là encore, j'ai revu Valérie Villigrin, qui était en fait une jeune chef de clinique quand moi j'étais interne, et puis qui vraiment a fait un parcours incroyable. Et puis c'est drôle parce que la section abdominale, nous on est 42 radiologistes, puis dans la section abdominale on est peut-être 12, puis il y a 3-4 personnes qui ont été formées par Valérie. Là elle est revenue, puis elle a vu
cette métastase, je veux dire, et c'est incroyable. C'est vraiment... des gens comme ça, bon, je vois Yves Menu, il y avait Clément Fauré à l'époque, Jean-Denis Laredo, j'en oublie plein là, mais puis donc énormément, Jean-Jacques Merlan. Ces gens-là ont été vraiment des leaders incroyables en France. Donc ça m'a marqué, une qualité d'enseignement que j'ai eue. Après, c'est l'accueil que j'ai eu au Canada avec des gens qui m'ont facilité vraiment beaucoup. Et notamment, le directeur du centre de recherche à l'époque, quand je suis arrivé assez tôt, c'est lui qui... la radiologie, elle faisait peu de recherche à l'époque. Puis là, quand j'ai fait ce programme de maîtrise, tout ça, bon, finalement, il m'a présenté un ingénieur biomédical. Après, j'ai eu l'occasion d'en voir un autre. Donc, on a commencé et il y a 2 ingénieurs biomédicaux. Puis là, on rencontre le directeur du centre de recherche. Puis là, mais c'est bien, on va faire une unité. Ça a commencé comme ça, là, autour d'un bureau. Mais c'était l'ouverture de quelqu'un qui pensait, il s'appelle Pavel Hamet, et puis qui nous a laissé, on avait 30 ans, 32 ans, 33 ans. Puis il nous a laissé créer ça. Puis après, ça a grossi progressivement. Donc ça, c'était une opportunité extraordinaire pour nous. Mais partout, énormément de gens. J'ai vraiment eu beaucoup de chance dans les différents leaders que j'ai pu rencontrer qui m'ont aidé. Là. Je ne peux pas tous les nommer, là, mais il y en a beaucoup. Un souvenir particulièrement marquant à nous partager également lors de votre parcours? Il y en a beaucoup. C'est sûr que l'arrivée à Montréal, c'est spécial un peu. Parce que, en fait, j'ai fait les entrevues au mois de février. Parce que là, j'ai voulu voir, il fallait que je voie 3 ou 4 milieux, puis savoir où est-ce que j'irais. Quand je suis arrivé, il faisait comme -20, et puis le lendemain, il pleuvait. Il faisait +10, c'était comme... et puis, j'arrive à Montréal, je ne trouvais pas ça vraiment très, très beau à l'époque, là. Donc je me demandais si j'étais capable de rester là, en tant que... Puis finalement, c'est une ville que j'adore, là. Donc ça a été quand même, c'est quand même un gros changement, c'est de changer de pays, puis mais beaucoup de gens, écoute, de toute façon, c'est pour ça que je pense que l'immigration et l'émigration positive, j'y crois beaucoup, parce que c'est un effort vraiment important de sortir de son pays puis s'adapter. Et souvent, c'est des gens qui vont apporter, parce que tu as quand même une approche différente. Donc ça a été l'adaptation, mais elle a été très, très facilitée. C'est sûr que si j'étais chanceux que ma femme en fait est radiologue pédiatrique interventionnelle, donc ça a aidé. Bon, et puis aussi c'est une Québécoise, donc j'étais intégré, mais elle a eu un parcours universitaire important, donc ça a été un peu important dans mon parcours, beaucoup de support mutuel de ce côté-là. Donc ça a été déterminant, effectivement. Le reste, c'est le fait de rencontrer des gens, que ce soit dans les collaborateurs et puis les étudiants. Tiens, j'ai un exemple. J'ai un étudiant qui venait de Chine, ça c'est incroyable. Il s'appelle Ning Li. Lui, il a commencé en 2014 comme étudiant au PhD à Polytechnique. Un Chinois qui, honnêtement, il parlait vraiment tellement mal l'anglais. Quand on faisait un article, là, il écrivait un article, mais je ne comprenais rien. J'étais obligé de mettre, on partageait l'écran, puis de réécrire en disant c'est ça que tu veux dire. Mais ce gars-là, c'était un génie, un pur génie. Un génie, c'est quasiment à la limite, personnalité, limite Asperger, dans le sens que c'est tellement créatif. Et puis, cette personne-là, finalement, il a fait son PhD, il a fait son postdoc, il a amené la technologie des billes magnétiques. Sans lui, jamais j'aurais pu amener ça à ce niveau-là. D'ailleurs, on a fait un article dans Science Robotique avec lui. Puis là, c'est ça. Mais je voulais le garder, en fait, mais je n'avais pas assez d'argent pour le garder comme... Puis là, il est parti en Chine, à l'université près de Shanghai. Puis là, écoute, ils lui ont donné 1 million pour installer son labo. Puis pour moi, en fait, c'est formidable, parce que finalement, c'est maintenant un professeur avec qui je vais travailler, peut-être en Chine. Why not? Je sais qu'il y a de la méfiance, là, mais c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement... Donc ce genre de choses, de voir des étudiants qui réussissent,
comme par exemple Vincent Vidal, c'est que vous connaissez. Vincent, il a fait son fellow chez nous, puis actuellement il développe son gel bio, il a créé Fer en Beau. Pour moi, c'est extrêmement... c'est formidable. C'est de voir ces gens-là qui s'épanouissent. Puis plein de fellows que j'ai eus, qui sont maintenant professeurs aussi. C'est le fun. On a beaucoup parlé ensemble de radiologie interventionnelle. Selon vous, quel est l'avenir un peu de cette spécialité? On a parlé même d'IRM interventionnelle avec ces fameuses billes magnétiques. Quels sont un peu le futur, l'avenir de la radiologie interventionnelle? Globalement, dans les stratégies, beaucoup de gens... il faut voir qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents. Des collègues. Mais si tu prends les chirurgiens vasculaires, tu prends les cardiologues, c'est un peu différent, mais notamment par exemple les chirurgiens vasculaires. Donc c'est sûr c'est des gens qui vont développer, qui vont reprendre nos techniques, mais ce n'est pas le même environnement pour développer les nouvelles technologies. Donc on n'a pas le choix que d'avoir un peu cette fuite en avant, de développer les technologies de demain. Mais il faut les garder aussi. Donc il faut qu'on soit meilleur sur le plan des garder, donc s'organiser cliniquement. Puis ça s'en vient. Et je pense que maintenant tout le monde a des cliniques de radiologie intervention. Nous, on hospitalise nos patients. Donc ça, mais cette éducation clinique n'est pas si compliquée que ça, honnêtement. Là. Alors que l'éducation technologique, puis en imagerie, pour posséder exactement les techniques de guidage, les techniques de radiomique qui vont s'en venir et tout ça, c'est un long processus d'éducation. Donc je pense qu'il faut vraiment investir de manière massive dans ça. Donc moi, à mon époque, c'était plus le développement de biotechnologie device, ça va continuer. Mais je crois beaucoup quand même dans la personnalisation, l'utilisation de l'intelligence pour mieux optimiser nos traitements, sélectionner, suivre. Ça va être vraiment, vraiment super important. Donc, il y a aussi l'ère du théranostic qui est super excitante. Donc le théranostic actuellement, c'est beaucoup la médecine nucléaire actuellement. Donc c'est la médecine nucléaire avec des radiotraceurs donc, qui vont être finalement faire de la radiothérapie locale in situ. Ils sont un peu en compétition avec la radio-oncologie. Chez vous appelez ça la radiothérapie, je pense. Moi, je crois beaucoup qu'on peut commencer à avoir une meilleure collaboration avec la médecine nucléaire. Bon, on l'a déjà avec la radioembolisation. Puis la radioembolisation, honnêtement, c'est clair que ça dépasse la TACE. Mais dans le futur, il va falloir probablement faire plus d'approches en dos artériel avec le théranostic, être un peu plus ciblé. Donc je crois beaucoup à ce potentiel-là. Ce qui m'intéresse aussi dans l'IRM interventionnel, qu'elle devienne plus théranostique. C'est par exemple la technologie qu'on développe, on est capable en regardant les artefacts de chaque bille, on est capable de compter le volume de billes, ça corrèle super bien. Donc pour une fois, on peut dire exactement la dose de chimiothérapie qu'on a mis dans tel segment. Puis ça pourrait s'appliquer à la radiothérapie éventuellement, là. Donc à la radioembolisation. Donc je crois beaucoup au développement de ces technologies-là. Pour conclure, est-ce que vous auriez une œuvre ou un livre à nous conseiller, à nous partager à l'audience? Une œuvre, un livre, c'est drôle. Aussi un truc qui m'a fait aller en radiologie intervention, c'était un film quand j'étais gamin qui s'appelait L'Aventure fantastique. L'Aventure fantastique, c'était l'histoire d'un savant qui avait un stroke. Et puis, ils avaient développé une technologie pour miniaturiser un sous-marin. Et puis, je sais pas si et puis, donc l'équipe, tout ça, pour aller détruire le stroke. Puis ça, pour moi, c'est le début de la radiologie intervention. Et j'étais gamin, j'avais quoi, peut-être 10-15 ans, 10 ans quand j'ai vu ce film-là. Ça, c'était un truc c'est juste un truc qui m'avait influencé. Un autre sujet que vous souhaiterez aborder ici avec l'audience? Peut-être la partie administrative. Là, j'ai pris récemment la chefferie de la pôle, donc radio-médecine nucléaire au CHUM. Donc, c'est une job qui est un peu différente. Bon, c'est sûr, c'est 42 radiologues, 12 médecins nucléaires. Il y a plus d'enjeux humains. Au niveau associatif, à l'association, on a des enjeux humains, mais c'est différent parce que
convaincre des gens à l'échelle nationale, faire des guidelines, convaincre des... Là, c'est le day-to-day de la pratique. Essayer de trouver un consensus sur le type de pratique, faire que les gens se rassemblent autour d'un objectif commun. C'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. C'est intéressant, il faut écouter les gens, mais il faut être capable de trouver une sorte de ligne commune dans laquelle les gens vont pouvoir se rallier. Plus les enjeux budgétaires qui sont difficiles au Québec, comme ils le sont en France, d'après ce que je sais. Donc c'est sûr qu'il faut travailler plus avec moins, hein, on fait tous ça. Donc actuellement, il y a quand même un certain stress dans le milieu de santé. Puis je pense qu'on vit le même stress en France et au Québec. Un peu moins dans le reste du Canada. Honnêtement, je trouve que l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique ont moins de contraintes budgétaires. Nous, on est vraiment similaires à ce que vous vivez. Donc il faut s'adapter, il faut être plus créatif. Il faut être conscient... faut être conscient, comment dire, des répercussions qu'on a, mais de la valeur qu'on a aussi, parce qu'il faut se défendre. Donc il y a un côté, je dirais pas syndicaliste, mais de lobbying, de défendre notre valeur de radiologue. Ça me paraît important parce qu'actuellement, les gens vont dire oui, les radiologues, c'est facile, ils font beaucoup d'argent souvent dans le privé ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, la qualité de vie des radiologues s'est considérablement détériorée actuellement, là. Parce que c'est un service 24/7, la garde n'a jamais été aussi lourde, je pense que c'est pareil chez vous, là. Donc il faut commencer à vraiment... moi j'ai des burn-out, des gens qui sont en épuisement, donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Je pense qu'il va falloir travailler beaucoup sur la pertinence aussi, ce qu'on fait, parce que c'est plus difficile de refuser un examen que de le faire. Donc la pertinence, je crois beaucoup. Je pense qu'on travaille au Québec sur un dossier de prescripteur électronique avec... parce qu'en fait, tu peux pas arrêter une prescription quand elle est faite, quasiment. Mais le système, c'est quand tu fais ta prescription sur le prescripteur électronique, le guideline arrive, tu mets les symptômes, puis si c'est pas bon, tu peux avoir un feu orange ou un feu rouge. Si c'est un feu rouge, il faut que tu appelles. Donc ça, il va falloir travailler sur la pertinence. On peut plus arrêter de multiplier les actes, faire plein d'actes, on s'épuise. Donc ça, c'est un enjeu important qu'il va falloir. Mais dans la gestion aussi, il y a aussi des philosophies différentes un petit peu. Donc il faut trouver le point commun, il faut respecter quand même la performance de chacun, mais toujours mettre des objectifs de performance aussi, parce que tu ne peux pas avoir du retard de lecture ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des arbitrages pas toujours faciles. Un mot de la fin pour conclure, professeur Soulez. Bon, le mot de la fin, c'est que je suis vraiment un fan des JFR. Là. Pour moi, c'est un moment privilégié. Mais j'ai beaucoup d'amis ici, c'est sûr que... Donc, c'est des liens auxquels je tiens beaucoup. Je trouve que la société aussi française s'est beaucoup rajeunie dans son approche. Je regarde le congrès, les espaces partagés, même on a des idées qu'on veut appliquer pour le congrès canadien. Les jeunes sont super impliqués. Non, je trouve que c'est positif. Le journal, je suis impressionné. Donc pour moi, c'est un événement incontournable. Merci beaucoup pour votre présence et d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour ces échanges, professeur. Merci. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.